Donc, Oui. déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es Oui, je m'appelle Marc Soumillon, je suis master en communication de formation et je travaille dans le secteur du marketing et de la communication depuis maintenant une bonne trentaine d'années, je crois. D'abord du côté de l'annonceur, dans le secteur des produits laitiers, comme brand manager, donc gestionnaire de marque. Et ensuite, je suis passé du côté des agences de pub. J'en ai fait 3. LOA, RSCG et DDB. Ce qui m'a permis de travailler sur plein de types d'entreprises et de marques dans différents secteurs. Toujours dans des fonctions stratégiques. Et à la fin, chez DDB aussi le management. Et puis, il y a à peu près 15 ans, j'ai fondé ma propre société qui, elle aussi, développe des stratégies de marque et de communication. Aussi pour des clients dans des secteurs très différents. Et donc, je sais que tu es intervenu aussi sur le projet ici Oui. pour la LA. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment s'est créé le projet de co-conception avec les différents intervenants? Mais au départ, en fait, il y avait deux trajets qui... Bon, il n'y en avait qu'un, mais on en a ajouté un deuxième, ou 2 parcours. D'une part, l'école voulait revoir sa stratégie au niveau de son action, hein, de ce qu'elle fait, ce qu'elle offre, et aussi la manière dont elle le fait. Mais il y avait aussi une deuxième question, c'était plutôt une question de positionnement. Hein, comment doit-on positionner notre marque? Parce qu'une école peut être une marque comme dans tout autre secteur, vis-à-vis de la concurrence, parce qu'une école a aussi de la concurrence. Et c'est là qu'on a ajouté en fait un deuxième parcours qui était plutôt le développement d'une stratégie de marque. Et bon, je le fais souvent comme ça, on peut faire ça en chambre, comme un petit malin, et puis essayer de vendre ses idées, ou bien on le fait en co-conception ou en co-création, parce que la co-création c'est un terme assez large, hein. Il y a du développement de produits qui est fait en co-création ou co-conception, mais évidemment aussi des stratégies de marque, et c'est ce qu'on a fait. Quel est le grand avantage? C'est qu'on rassemble des gens concernés de différents horizons, et on a fait sur base de quelques workshops. Le fait de pouvoir contribuer et donc de co-créer ou de concevoir la stratégie fait aussi que ce qu'on appelle en anglais le buy-in, donc l'acceptation et voire même la défense de la stratégie est beaucoup plus facile que lorsqu'on le fait en chambre et puis qu'on doit le présenter, et puis il y a la discussion qui commence. En fait, le grand avantage d'impliquer plein de gens et de faire ensemble, ça fait aussi gagner du temps. Parce que les discussions qu'on aurait en aval de la présentation se font déjà en amont dans la conception. Et donc, le résultat final est en principe déjà la résultante des discussions qu'on a eues. Et en plus, l'input, l'apport de différentes personnes peut être très enrichissant. Les points de vue différents peuvent être très enrichissants. Justement, par rapport au temps, tu dis que ça permet de gagner du temps. Tu sais quand ça a commencé, quand ça s'est terminé. Tu peux expliquer ce qui s'est passé entre eux aussi? Mais en principe, tu pourrais faire un processus pareil, disons raisonnablement, hein, si la disponibilité du temps des gens est maximale, ça prendrait quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, oui, on se rassemble pendant 3 jours et à l'issue des 3 jours, on sort avec une idée. Ce qui est possible aussi, hein. Mais disons que d'une part, et ça c'est important aussi, il faut une certaine méthodologie. Hein, c'est pas, ok, on va se mettre ensemble, on fait un brainstorming, et puis on verra bien ce qui sort.
un peu à la sauvage, ça mène pas souvent à de bons résultats. Il faut une méthodologie, une approche, des outils qui peuvent orienter la réflexion et la discussion. Ça, c'est une chose. Et puis, on se rassemble, on discute, on n'arrive pas à un résultat final, ce serait miraculeux. Hein. On arrive quelque part. Parfois, on va dévier aussi, hein, ou on suit des pistes qui, après coup, semblent être des voies sans issue. Mais ça aide toujours à éliminer certaines possibilités parce qu'on n'est pas dans les sciences exactes pour quand même arriver à une piste où on se dit tiens, ça c'est une piste valable et on peut la pousser plus loin. Donc on fait premier workshop. Entre-temps, il y a évidemment quelqu'un, bon, en l'occurrence moi, quand j'anime ce genre de processus, qui va sur base de l'input retravailler, enrichir, changer un peu, arriver à d'autres éléments qu'on remet la prochaine fois dans la discussion, dont on peut débattre et qui aident de nouveau à faire avancer les choses. On a besoin de combien de workshops par exemple, c'est difficile à dire, mais je dirais si ça marche bien, si on en fait 2 ou 3, ça devrait suffire pour ensuite avoir une rédaction finale. Il faut évidemment, encore une fois, valider avec les gens impliqués, puis aussi avec les responsables, évidemment. L'idéal, c'est que les responsables fassent partie, je dirais, du groupe de travail. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils disent, fais-le avec... Je pense, j'ai une fois fait ce genre d'exercice. Bon, il se fait que c'était pour une entreprise dans le secteur des médias, sur le positionnement de ces différentes marques, où en fait je dirais le management, le top management, les responsables avaient dit on ne sera pas impliqué, fais-le avec le middle management par exemple, donc des gens qui sont encore, pas seulement des gestionnaires, mais qui sont encore sur le terrain. Et puis ensuite on en discutera avec le management. C'est aussi une approche. Mais qu'ils soient dans la discussion ou non, moi je dirais de préférence oui, mais ils doivent aussi être prêts à se dévoiler, à se mouiller. C'est pas toujours évident pour le management. Parfois, ils préfèrent ne pas participer et puis dire après, bon, je verrai bien et je jugerai et tout ça. Mais dans un cas pareil, et ça a été le cas dans ce cas particulier, puisque le travail avait été fait avec des gens de l'entreprise qui avaient quand même une certaine responsabilité dans différents départements, à ce moment-là, comme je disais, il y a déjà un buy-in, hein, ils se mettent déjà derrière l'idée, voire ils défendent l'idée. Donc, si le management décide de ne pas se mouiller, ben, ils devront avoir de bons arguments pour dire oui, ce que vous avez fait là, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que là, il y a tout un groupe qui commence à défendre l'idée. C'est déjà un grand avantage. Et ça évite aussi pour l'organisation que tout se passe top-down, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose en chambre, validé par le management, et puis le management va dire à son organisation, voilà la nouvelle stratégie. Non, ici c'est plutôt bottom-up, ça vient du bas. Ça peut se faire avec des consommateurs aussi, hein. Dans le développement produit par exemple, ça se fait parfois avec des consommateurs. Et donc là, on a parlé beaucoup des avantages. Oui. Est-ce que toi, tu vois aussi parfois des inconvénients dans la pratique? Pas sur le principe. Peut-être parfois sur la mise en œuvre. Et ça dépend très fort de la culture d'une entreprise, par exemple, dans laquelle on le fait. Ou si on le fait avec des consommateurs, avec leur perception de la marque. C'est-à-dire il faut jouer le jeu. Si par exemple on est dans une organisation où il y a des conflits, ouverts ou sous-jacents ou quoi que ce soit, ben forcément ça joue dans l'exercice. Ça joue un rôle parfois néfaste. Honnêtement, j'ai jamais vécu un cas où on n'a rien sorti, voire où on n'a rien sorti de bien. Est-ce que ça veut dire que ça a été appliqué dans tous les cas? Non. Non, ça non plus. Donc moi je dirais l'inconvénient, c'est
c'est pas un inconvénient du système, c'est un inconvénient, je dirais, de l'attitude ou de la mentalité des participants. Il faut vraiment jouer le jeu. Et tu peux expliquer comment l'attitude peut être problématique dans ce genre de mise en place? Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? Ouais, je dirais, c'est comme dans toutes les formes de teamwork, parce que finalement, c'est quand même, on parle d'un travail d'équipe. Hein. Si une équipe de foot, si tu as 11 vedettes individualistes qui n'ont pas envie de donner un passe ou de passer le ballon à un mec qui n'aime pas ou qui déteste ou dont ils ne veulent pas qu'il ait du succès, on ne gagnera pas les matchs, quoi. C'est inhérent à tout travail d'équipe. C'est qu'il faut vraiment jouer le jeu. Et même il peut y avoir des confrontations. Hein. J'ai aussi vécu des cas où ça discutait fort. Et tant mieux, je dirais, parce que c'est aussi une occasion de mettre plein de choses sur table, en espérant de pouvoir soit les solutionner ou les évacuer. Donc ça peut se discuter fort. C'est pas un truc consensuel forcément. Il faut argumenter, il faut défendre son point de vue. Ça peut aller fort, quoi. Mais in fine, ça doit aboutir à quelque chose de constructif, un bon résultat et constructif. Tu sais, si on le fait, parce qu'on l'a fait aussi, hein, dans certains cas, comme je disais avant, si on le fait de manière très, très condensée sur, par exemple, 3 jours. J'ai eu des cas où, avec un groupe d'une entreprise, d'une organisation, on est parti dans un hôtel pendant 3 jours. On a dit, on entre le lundi, par exemple, mercredi soir, on veut un résultat. Parce que parfois, il y a aussi un aspect de temps qui joue. Eh bien, d'habitude, on voit qu'il y a, le premier jour, ça démarre, tout le monde est encore très positif. Donc, on bosse, on arrive à quelque chose. Souvent, tu vois comme ça, le deuxième jour, un petit dip. Tchac, ça retombe, parce que là, au plus on entre dans le sujet, au plus les divergences ou les différents points de vue se confrontent, et puis en se rendant, on dit, oh, merde, c'est quand même pas ça, on n'y est pas, hein, on n'y arrive pas. Puis tu vois que ça redémarre, et qu'à la fin, on arrive à quelque chose, si tout va bien, où on dit, ouais, ça c'est bien, c'est une bonne idée, on est d'accord. Et au moment de ces réunions, tu peux expliquer ce qui se passe, s'il y a des méthodes, s'il y a... Enfin, je sais, tu n'étais pas présent lorsqu'on a fait... Si, ouais. Mais c'est plus pour l'enregistrement. Oui. Bon, encore une fois, parce que tu parlais de co-conception de la communication. Ouais. Bon, moi, je parle ici plutôt de cas, je dirais, de stratégies qui viennent en amont de la conception de communication. Hein, stratégie de marque, par exemple, ou stratégie de communication. Des outils, oui. Par exemple, moi, j'utilise des schémas sur différents... Ça peut être, par exemple, ça dépend du sujet, ça peut être sur des schémas qui aident à analyser et structurer la réputation d'une marque, l'identité de marque, le choix de valeurs, des insights consommateurs, par exemple sur base de schémas qui sont utilisés en études de marché, par exemple, sur les motivations des gens, le comportement. Donc on utilise des schémas qui aident à structurer la discussion. Par exemple, imagine et c'est ce qu'on avait fait pour la LA aussi, par exemple, quelle serait la réputation de notre enseigne? Bon, tu peux dire, à ton avis, hein, on a quelle réputation? Tu peux sortir des trucs que tu as entendu dire ou tes propres convictions, quoi que ce soit. Tout le monde peut faire ça. Si tu as un schéma qui dit, vous savez quoi, une réputation se fait autour d'une vision, d'une offre produit ou service, du fait, si vous êtes un entrepreneur sympa et apprécié ou non, c'est aussi influencé par votre performance financière ou business, par l'attraction émotionnelle et par le fait ou non de prendre ses responsabilités sociétales. Alors, tu orientes un peu, pas le résultat de la discussion, mais
ce sont des choses dont on peut parler de manière plus concrète. Penses-tu par exemple que la haute école a une vision claire sur son métier et sur la manière dont elle veut, ce qu'elle veut faire par rapport aux étudiants? Qu'est-ce qu'elle veut aboutir à quoi? Est-ce que vous pensez que la haute école, c'est un lieu agréable à travailler? Est-ce que c'est un lieu stimulant? Est-ce que les enseignants entre eux s'entendent bien, s'enrichissent mutuellement? Ou est-ce qu'on a plutôt une culture de mecs et de dames qui viennent de 8h45 à 11h donner un cours et puis ils se cassent le plus vite possible? Ça dit beaucoup sur la mentalité, l'attitude, donc la réputation. Donc ce sont différents aspects. Et ça aide évidemment à faire le tour de tout ce qui est important, plutôt que de parler comme ça, un peu à bâton rompu. Moi je pense que, moi j'ai entendu dire que. Donc oui, il faut des outils, c'est un processus, il faut une animation, il faut que quelqu'un quand même, non seulement anime, mais essaye d'amener les gens plus loin, si jamais ils sont à un point où ils n'ont plus d'idées, où ils n'ont plus rien à dire, essayer de les amener plus loin, un peu comme en étude de marché. Hein. Et voilà. Et puis aussi, toujours essayer de faire un bon résumé, donc que ça avance, qu'on ne reste pas comme ça tourné en rond. Et donc ça, c'est une des étapes. Il y a eu d'autres étapes avant. Avant quoi? Ici? De discussion, oui, donc il y a eu une étape avant, en dehors de cet exercice, ou en fait en amont de cet exercice, qui était plutôt faire un plan stratégique pour la haute école. En fait, on aurait pu faire ça à l'inverse, mais dire d'abord, tiens, qu'est-ce qu'on veut être, ou qui on veut être par rapport à nos étudiants, nos enseignants, le monde extérieur, hein, et puis dire, et comment allons-nous mettre ça en œuvre de manière concrète? Dans ce cas-ci, ça a été fait à l'inverse. Hein. Ils ont d'abord plutôt pensé à ce qu'ils voulaient faire à différents niveaux, pour ensuite dire, mettons un chapeau au-dessus, qui serait une vision un peu cohérente de la marque et de ce qu'elle veut être. Ça marche dans les deux sens. Tu sais, parce qu'en plus, je dirais, en réalité, 9 fois sur 10, tu travailles quand même pour des organisations qui existent déjà, qui ont un passé, qui ont un héritage, qui ont et pour faire un travail stratégique, il n'y a pas un interrupteur où tu peux dire, maintenant j'arrête tout, le monde arrête de tourner, on va d'abord réfléchir et puis on redémarre. Non, ça ne marche pas comme ça. On est toujours dans une certaine continuité, il faut toujours tenir compte de ce qui a été dans le passé, de ce qui s'est passé dans le passé, de l'historique, avec ses pour et ses contre. Et c'est par rapport à ça qu'il faut réfléchir et essayer d'amener ça sur une piste peut-être un peu plus pointue ou une piste qui mène plus loin, quoi. Et donc, par rapport aux étapes précédentes, tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé, quelles ont été les différentes étapes qui ont précédé cette mise en place de l'atelier? Mais en fait, l'approche était assez semblable pour le plan stratégique. C'était animé par quelqu'un d'autre qui s'occupe plutôt de ce genre de sujet. Mais ça s'est aussi fait en 3 workshops, avec quelques semaines entre les différents workshops. Oui, en 3. Et donc, en fait, lorsqu'on a fait l'exercice, que moi j'ai animé, je crois que c'était 2 jours, ou 3 jours même, 2 jours je crois. Où le premier jour, c'était la dernière étape de l'exercice précédent, pour ensuite reprendre le jour après sur cet exercice-ci. Et donc ça a servi d'input aussi, parce que quelque part on se dit, bon, on ne commence pas le deuxième exercice avec une page blanche. Il y a quand même déjà, en dehors donc, de l'historique et tout ça aussi, un plan stratégique qui existe. Donc ça c'est une donnée,
avec laquelle il faut continuer. On ne va pas faire quelque chose à côté ou en dehors. On va faire ça en continuité. Traduire ça, qui est beaucoup plus concret dans le fonctionnement de l'école et tout ça. Maintenant, on va mettre, comme je disais, un peu ce chapeau qui est le positionnement au-dessus de ce qu'on a décidé dans ce plan stratégique. Et tu peux dire qui étaient les participants à ces ateliers? Oui, mais ce sera des mémoires. Ouais. Dans notre cas, la direction de la haute école était impliquée. Okay. Tous les directeurs de catégorie étaient impliqués. La cellule com était impliquée. Qui d'autre? Ah, et en dehors des directeurs de catégorie, il y avait quand même aussi... Oui, c'est un peu particulier, mais je crois que dans 2 ou 3 catégories, il y avait le directeur actuel à ce moment-là, mais dans 2 ou 3 cas, il y avait aussi une transition de directeur, donc celui qui allait venir après était aussi déjà impliqué. Et je crois que pour certaines catégories, il y avait aussi l'un ou l'autre prof. Il y avait des gens du membre, des gens de services plutôt internes, service du personnel, peut-être encore un autre. Je vois des personnes, mais je connais moins, je me souviens moins de la dénomination exacte des services, mais en tout cas des gens qui étaient aussi certainement service personnel, je pense même service juridique. Oui. Et donc, tu sais comment s'est fait la sélection des gens qui participaient? La sélection n'a pas été faite en dehors de la cellule com, parce qu'en fait, il faut dire que cet exercice était aussi... Allez, on a décidé de faire cet exercice à l'issue d'une demande qui était, tiens, on veut remanier notre communication, mais dans quel sens faudrait-il le faire? Et c'est là qu'on a dit, oui, discutons d'abord de ce qu'on veut rayonner comme marque, avant de dire, tiens, voilà comment on va mettre ça en œuvre dans la communication. La sélection de ces personnes, donc en dehors de la cellule com, pour cette raison-là, était la même que pour l'exercice avant. Et donc, bon, je crois que quelque part c'est assez logique que pour discuter d'un plan stratégique, ben, on implique les gestionnaires, les patrons et les responsables des catégories. On n'a pas refait une sélection. Et je crois que c'est bien parce que, bon, allez, surtout si on veut la continuité dans le processus, je crois que c'est bien que des gens soient impliqués du début à la fin. J'en profite que tu aies fait d'autres ateliers comme celui-là pour te demander est-ce que c'est toujours le même principe de sélection ou tu as vu d'autres méthodes Sélection de gens? Ouais, qui participaient à ce genre d'atelier. Eh bien, je ferai référence à cet exercice pour cette entreprise de médias. On a impliqué d'autres gens, parce que tu sais que, enfin, c'était une entreprise qui fait de la télé, de la radio, hein, donc dans l'audiovisuel. Et comme tu sais, bon, d'une part, il faut du public, c'est-à-dire des gens qui regardent ou qui écoutent. Donc, disons des consommateurs, dans ce cas-ci, consommateurs de médias, mais aussi des annonceurs qui dépensent leur fric pour faire passer leur pub. Et ce qu'on a fait, là, on l'a fait 3 jours consécutifs. C'était en fait hyper intéressant. Donc, comme je disais, on est allé dans un hôtel, donc on était là jour et nuit, pas 48 heures, mais c'est quoi, 72 je crois, si c'est 24 fois 3. On a commencé donc avec des gens de la boîte, travailler toute une journée. Le soir, on a invité des spectateurs, donc des consommateurs. Okay. On a fait une session de... ça dure toujours 2h30, 3h. Avec eux. Et les gens de l'entreprise pouvaient
assister dans le sens qu'ils étaient en arrière-plan pour observer, écouter, rien dire, sauf si nous, en tant qu'animateurs, à un certain moment, on trouvait utile de dire tiens, vous avez entendu ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ce qui se fait à ce moment-là, tu commences donc à travailler avec des gens de l'entreprise, donc tu as déjà certains éléments que tu peux aussi immédiatement éjecter dans la discussion que tu as avec les consommateurs, pour voir comment eux perçoivent ça, si ça tient la route, s'il y a quelque chose d'intéressant, ou s'il y a des réflexions que tu peux, le deuxième jour, utiliser quand tu recommences à travailler avec les gens de l'organisation. Qu'est-ce qu'on a fait le deuxième soir? Et même à midi, je crois. On a invité un groupe d'annonceurs. Okay. On avait sélectionné des responsables marketing, communication, de grandes marques même. Je me souviens, Renault, Danone, enfin plein. Même histoire. On a travaillé avec eux. Les autres étaient même dans... Parce que tu sais, quand on fait des discussions de groupe, par exemple, souvent on met des observateurs derrière un miroir ou derrière une fenêtre. Mais nous, on ne fait pas ça. Ils sont dans la pièce, dans la salle, ils peuvent observer, de nouveau, si jamais, ils peuvent intervenir. Et hop, avec cet input-là, donc de nouveau, tu peux déjà confronter certaines idées que tu as développées. Et puis, hop, c'est aussi un input pour continuer. C'est vachement intéressant. Très laborieux. Et c'est quand même... allez, si tu prends tout le processus comme ça d'un jour, c'est bosser de 9 à midi et demi pour recommencer à 2 heures. Chers amis, on arrête à 5 heures parce qu'à 6 heures, il y a nos consommateurs qui viennent. Tu fais ça de 6 à 9 et tu sais ce qui se passe après. Parce qu'on a entendu plein de choses. Hop, on passe au bar, on discute encore 2-3 heures, on se couche à minuit, on recommence à 9 heures. Donc c'est épuisant, mais incroyablement intéressant. Ton point de vue par rapport aux deux méthodes, si on peut les comparer? La dernière, par rapport à ce qu'on a fait ici? C'est ça. Ben écoute, imagine qu'on aurait fait les sessions de travail avec les gens de la haute école, mais par exemple, on aurait peut-être pu le faire aussi 3 jours d'affilée, et puis le soir, on invite un groupe d'étudiants. Et on discute avec eux. Le deuxième soir, à la limite, on pourrait même dire invitons des parents ou d'autres groupes qui peuvent être importants. Invitons un groupe ou quelques pédagogues qui ont un point de vue sur l'organisation de l'enseignement. De nouveau, j'ai déjà dit, quand on travaille avec des gens d'une organisation, il faut déjà une certaine ouverture d'esprit pour jouer le jeu. Tu peux t'imaginer qu'entre-temps, lorsque tu vas confronter des idées qui sont sorties du groupe de travail, immédiatement confronté à des étudiants par exemple, ou à des parents, ou devant les gens qui ont travaillé, là il faut encore une plus grande ouverture d'esprit. Donc il faut être prêt aussi de nouveau à tout mettre sur la table et il faut permettre aussi aux gens de s'exprimer. Tu peux être sûr, si tu fais ça avec des consommateurs ou des étudiants ou quoi que ce soit, ils ne sont pas impressionnés par le fait qu'ils sont invités dans une salle, hein, ils sont une dizaine par exemple dans un groupe, il ne faut pas en prendre plus. Donc 8 à 10 c'est bon, sinon ça devient une auberge espagnole. Mais ils oublient vite, quand ils commencent à discuter, ils oublient vite qu'il y a encore, je sais pas moi, 5, 6, 7 personnes derrière qui écoutent et qui observent. Et ils sont francs, hein. Ils s'expriment. D'ailleurs, de plus en plus, les gens ont de moins en moins de freins ou de problèmes à s'exprimer. Donc, tu sais immédiatement d'où vient le vent. Et donc là aussi, là je vais vraiment, je dirais dans les détails, mais ce n'est pas un détail. Imagine qu'on aurait fait un workshop entre nous. Tu as mis des idées sur la table, ok, on retient ces idées. Mais ce soir, il y a des étudiants qui viennent, on va leur confronter à ces idées.
Imagine que tu as eu une idée et tes collègues savent que cette idée vient de toi. Puis il y a des étudiants ou les consommateurs qui disent ouais, qu'est-ce que c'est que ça pour une connerie, Jack. Ils tuent l'idée. Il faut avoir la collégialité d'accepter ça. Mais si ça marche bien, ça peut créer des équipes en béton. Hein. Donc, si c'est, comment dire, utilisé pour dire ouais, l'idée de Guillaume, tu te souviens? Ça c'est néfaste évidemment, mais il faut éviter ça. Ça peut arriver? Ça peut arriver, oui. Il y a toujours des gens de mauvaise volonté. Oui, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Et là, tu parles de ce qui pourrait être ma réaction par rapport à ce qui se passe. Toi, ton point de vue en tant que personne extérieure, par rapport à ça, comment tu perçois ça? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Est-ce que pour toi, c'est problématique? Le fait que ça pourrait se passer? Le fait qu'il peut y avoir des confrontations, par exemple? Oui, c'est problématique, mais ça en dit long aussi, encore une fois, sur la culture d'entreprise. S'il y a des conflits dans une organisation, tu ressens ça immédiatement dans ce genre d'exercice, parce qu'on parle quand même de choses très importantes. Il s'agit d'une stratégie d'une entreprise, ou d'un développement, ou d'un changement, ou quoi que ce soit. Tu as toujours des gens qui sont en faveur du changement, tu as toujours des conservateurs qui disent « Oh, ne touchez pas à ce qu'il y a aujourd'hui ». Il faut essayer de le maîtriser, de le canaliser. Je dirais 8 fois sur 10 ça marche, 2 fois sur 10 ça marche moins bien. Mais c'est pas là qu'on découvre les conflits. Hein. Les gens qui sont dans l'organisation savent très bien qui sont leurs alliés, qui sont leurs ennemis, qui a quelles idées. Bon, on n'apprend pas à se connaître lors d'une session pareille. J'ai vécu un cas où, à un certain moment, un département n'était pas impliqué dans l'exercice. Eh bien, on a fait l'exercice qui s'est bien passé, on a présenté à la direction qui était en faveur, et d'une manière ou d'une autre, le département qui n'était pas impliqué a quand même réussi à torpéder l'idée. Et donc, c'est pas une bonne chose. Vous avez dû tout refaire? Ben, tout refaire, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait n'était pas le quart de ce qu'on aurait pu faire. Ben oui, s'il y a une opposition, il y a une opposition, hein. C'est comme en politique. Hein. Mais le but, c'est toujours d'arriver à bon port, et parfois il faut faire des compromis. L'un ou l'autre doit faire des concessions. Parfois on arrive à des idées qui vont très loin et on dit c'est bien, mais ça va trop loin, donc on recule un peu. Tout ça, c'est pas grave, je trouve. Et une organisation ne doit jamais faire des choses dans lesquelles elle ne croit pas elle-même. Elle peut avoir une idée géniale, mais qui n'est pas appropriée parce que c'est trop risqué, c'est trop innovatif, c'est trop out of the box, c'est trop différent par rapport à ce que fait la concurrence. Ça peut être des bonnes raisons. Hein. Et donc là, on parle du processus créatif. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe après? Ben après, il y a la mise en œuvre. En principe, si c'est par exemple un positionnement d'une marque, oui, il faut traduire ça dans ta manière de travailler, dans l'offre que tu mets sur le marché, dans la communication que tu fais. C'est comme un produit. Hein. Si tu fais du développement produit en co-création, à un certain moment, l'avantage là, par exemple, c'est que quand tu le fais avec des consommateurs, je dirais le développement produit est souvent fait par des professionnels, ingénieurs, techniciens, je ne sais pas tout quoi, mais qui ont une vision technique de la chose. Tu fais ça avec des consommateurs, eux vont réfléchir de leur point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'apporte, ou de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aimerais bien, qu'est-ce que ce produit devrait pouvoir faire, quelle est l'utilité de ce produit pour moi. Et donc, ça enrichit le point de vue technique ou technologique. Donc, il y a une mise en œuvre qui est... il y a une mise en œuvre qui est réalisée après. Est-ce qu'il y a
techniques dans un secteur comme celui-ci, le non marchand, pour évaluer ce qui a été mis en place? C'est une question... Une technique. Une méthode, quelque chose pour évaluer... Il n'y a peut-être pas de réponse, hein, mais c'est une question que je me pose en fait, par rapport à... Si, hein, enfin, est-ce qu'il y a une technique? Ça, c'est difficile à dire, mais enfin, déjà, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de co-création, développement de produits, développement d'identité de marque, communication éventuellement? En principe, ce que tu vas mettre en œuvre, tu le fais avec un certain objectif. Tu veux améliorer la perception de ta marque, tu veux augmenter la consommation de ton produit, tu veux avoir des réponses à ta communication en fonction des objectifs que tu vises, tu peux les mesurer. Si comme ici, si on développe une identité de marque, elle est bien à condition qu'elle soit bien traduite dans la mise en œuvre, en communication, la manière dont on traite les étudiants, le type de formation qu'on offre, après un certain temps, mais ça prend en principe quelques années, il faut les ressentir ça. Le jour où on fait une étude de marché pour vérifier la perception de l'école ou le vécu des étudiants, il y a des choses qui doivent ressortir de ce que tu as essayé de mettre dedans. Si des étudiants qui sont à la recherche d'une école posent la question à un ancien, tiens, toi qui as été à la LA, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu une bonne formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En principe, ce qu'il répond devrait être en ligne avec ce que tu as essayé de mettre dans l'identité de l'école et dans le type de cours que tu donnes, la manière dont tu fais ta vision sur l'enseignement, les points que tu as mis en avant dans la communication. Si tu dirais par exemple, on croit beaucoup à l'enseignement participatif, et tous tes cours sont ex-cathedra, personne ne va jamais dire oui, ça c'est une école où il y a de l'implication des étudiants, et dans les cours il y a de l'interaction, on peut faire des travaux ensemble. Ben non, il y a un bête prof qui fait du blabla devant la classe. Évidemment, tu vas pas avoir le résultat escompté. Mais est-ce qu'il y a une technique pour évaluer? Non, je ne pense pas. Mais dans les réactions des gens, dans ce qu'ils disent entre eux, dans ce qui renvoie vers l'organisation, dans leur satisfaction ou non, dans le fait de venir à l'école ou d'acheter un produit ou d'être un fan de la marque, c'est là que tu vois, où tu peux vérifier si le travail en amont s'est réalisé et est aussi perçu de cette manière-là. Et donc on a parlé des avantages et de quelques inconvénients aussi qui pouvaient se produire. Est-ce que par ta pratique, tu as quelques éléments importants qui te permettent de garantir le bon fonctionnement de telle méthode? Garantir à 100% non, garantir à 80% oui. Mais tout est dans la manière de faire. Et comme je te disais, à mon avis, les conditions, c'est qu'il faut utiliser des tools, il faut faire la bonne sélection des gens, mais en faisant attention qu'on implique les gens dont on a vraiment besoin et qui sont importants pour porter le projet après. Évidemment, la manière dont on anime le truc, la manière dont on canalise toutes les idées pour arriver à quelque chose de cohérent et de qualitatif. L'implication, voire le soutien du management, ça sont pour moi des conditions absolues pour arriver à 80-90% de succès. Et encore une fois, mais c'est normal, même si l'exercice même est un succès, comme je te disais, parfois on peut aussi, et à juste titre, juger que c'est trop tôt, ça va trop loin, mais c'est une bonne direction, mais on s'arrête à mi-chemin, on s'arrête à mi-chemin. Why not? Si c'est bien justifié, c'est tout à fait respectable.
Je vais juste conclure par quelques petites questions, mais plus personnelles. Je vais juste te demander ton âge, si tu veux bien. 54. Et juste savoir combien de temps, tu l'as cité un peu au début, mais pour conclure, ce sera peut-être bien, combien de temps ça fait que tu travailles dans la communication? Marketing communication depuis 84, donc ça va faire 32 ans bientôt. Okay. Et communication au sens strict, c'est-à-dire agence de communication. Ouais. Oui, c'est à peu près la même chose, 29. Ok. Et combien de temps ça fait que tu utilises des méthodes de co-création? À peu près, hein, c'est juste pour une... De ce genre-ci? Ouais. En fait, depuis que je suis indépendant, ça fait 15 ans. Ok. Parce qu'avant, en tant qu'annonceur ou dans une agence de pub, que je l'utilise et que je le fais moi-même, ça c'est depuis 15 ans. En entreprise, et c'est normal, hein, parce que ça répond aussi à une condition que j'avais dit, quand on est dans une entreprise ou même dans une agence de pub, si on le fait déjà, ben, à la limite on peut participer, mais on ne va jamais l'animer soi-même. Okay. Je crois que c'est important que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui puisse animer le truc, et aussi parce que en cas de conflit ou quoi que ce soit, ou pour que ça se passe bien. Quelquefois, salut Benoît, j'ai connu un cas par exemple avec un patron avec une personnalité très forte, qui a parfois essayé de faire un peu ce genre d'approche en l'animant soi-même ou en étant lui-même l'animateur ou l'organisateur du truc. Et en fait, ça ne marche pas. Déjà parce que c'est le patron. Tu vas jamais avoir... C'est bizarre, hein? La différence entre le patron qui essaye d'organiser et d'animer le truc, ou dans un cas où il est un des participants, c'est tout à fait différent. Le patron qui anime, tu n'aurais pas la même franchise, la même ouverture d'esprit que s'il devient un des participants. Mais pour ça, comme je te l'ai dit, le patron doit aussi accepter de devenir égal aux autres participants, même si hiérarchiquement il est au-dessus. C'était aussi un patron entre nous, off the record, qui quand il organisait quelque chose pour le personnel en dehors du travail, qui choisissait toujours des trucs, soit qu'il aimait bien lui-même ou qu'il savait bien faire, pour jamais se mettre dans une position, je dirais, un peu vulnérable ou d'infériorité. Okay. C'est je dirais, c'est la face un peu négative d'avoir une personnalité forte, d'éviter de devoir se mettre en question. Alors que c'est toujours très bénéfique pour une organisation à un certain moment, si tu veux vraiment la participation des gens et tout ça, tu dois leur permettre évidemment de s'exprimer et de ne pas se sentir menacés ou d'être sûr que la semaine après, ils ne vont pas t'appeler et vous dire « Hey Menneke, tu sais encore ce que tu as dit la semaine dernière ?» Tu vois? Donc la réussite nécessite aussi le fait que le patron se mette au même niveau que les... Oui. Ou, s'il n'est pas prêt à le faire, de dire « Je ne participe pas, je verrai bien après. » Mais de nouveau, ce n'est pas la meilleure situation. C'est pas souhaitable. Il y a plein de formations comme ça qui visent à briser un peu l'hiérarchie des entreprises pour voir quelle est la vraie dynamique qui est en ça. Des trucs comme Outward Bound, je ne sais pas tout quoi. On va faire l'escalade d'une montagne ou quoi que ce soit. Ouais, parfois il y a le mec de l'entretien qui est beaucoup plus calé et qui ose plus que le grand patron. Hein. Ça sert à ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc avant que je coupe l'enregistreur? Non, mais ce qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est que la co-création ou la co-conception en communication,
Ouais, mais en fait, j'analyse plutôt le processus de co-création, peu importe en fait mais je vais couper parce que du coup, bah non, on peut en discuter, mais Oui. je vais à la limite, je te montrerai après aussi. ça m'intéresserait. Je vais te montrer là juste après. Parce qu'évidemment, déjà, bon, la communication, c'est très large. Ouais. Avec les nouveaux modes et technologies de communication, il y a évidemment, d'une certaine manière, une co-création continue, parce que les gens s'expriment, les gens réagissent, alors qu'avant, c'était beaucoup plus unidirectionnel et un peu top-down. Je vais concevoir mon message, que je que je raconte le plus attrayant possible, et je le fous dans les médias, et voilà. Enfin, il y a toujours eu des réactions. Ouais. Le bouche à oreille a toujours existé, même avant Internet. Hein, ça, c'est clair. Mais là, tu as beaucoup plus réaction instantanée, de récepteur qui devient lui-même émetteur, et conversation. Donc il y a des formes de co-création, qu'on le veuille ou non. Peut-être moins structurées et moins. Mais ce serait peut-être intéressant de dire, tiens, comment pourrait-on beaucoup plus encore structurer ou maîtriser le processus de co-création en communication. Parce que parfois maintenant ça part dans tous les sens. Ça devient difficile à maîtriser. Ouais, mais justement, donc je vais couper. Oui. Et